Eh bien, toutes et tous, je vais vous proposer donc un cours de phytothérapie cycle 1. Donc là, un petit morceau, un petit bout de ce cours pour vous montrer un peu à quoi ressemble un cours de phytothérapie au sein de l'AEMN. Sachant que ces cours peuvent se faire au choix à partir de la rentrée d'octobre 2023, soit en visioconférence, soit en présentiel à Saint-Étienne, en week-end ou en semaine, en visioconférence sinon pour les cours du cycle 1 et 2, et toutes les parties pratiques se font en stage de regroupement. Pour les élèves qui viennent de loin, eh bien, les stages, vous êtes hébergés en gîte aux frais de l'école. Donc, c'est très simple, très pratique et très facile à suivre pour tout le monde, y compris les gens qui habiteraient très loin. Je précise que tous nos cours sont aussi pour le cycle 1 et 2, tous les cours vidéo en vidéoconférence et en parallèle en présentiel sont tous vidéo enregistrés et visibles en replay. Donc là, je vais vous partager le cours de phytothérapie du cycle 1. On va démarrer par le tout début. La première partie, vous voyez, c'est un cours qui se fait en 5 parties. Forme galénique, c'est-à-dire les modes de présentation des produits à base de plantes. Matière phytothérapique, là, c'est des monographies de plantes. Il y a à peu près 300 monographies de plantes qui sont abordées avec une hiérarchisation des plantes classiques et moins classiques, entre les 1, 2 étoiles qui ne sont pas très classiques et les 3 et 4 étoiles qui sont très classiques. Ça vous permet de hiérarchiser votre apprentissage. La gémothérapie, bien évidemment, qui est une discipline à part entière, l'aromathérapie également, et le traitement par maladie. On va récapituler. Alors, on ne va pas soigner les maladies ni remplacer les médicaments, mais on va renforcer les terrains de santé correspondant à ces maladies pour traiter les problèmes en amont, en complémentarité souvent avec la prise en charge médicale. Alors, eh bien, donc ce ce premier cours du cycle 1 sur les formes galéniques, déjà, on va dire quelques petites généralités quand même. C'est que les plantes médicinales sont une matière de base en thérapie naturelle, hein. Donc, la phytothérapie, c'est vraiment une méthode très ancienne et qui constitue une base aussi de la naturopathie. Alors, évidemment, beaucoup de plantes sont toxiques. On compte énormément de plantes mortelles dans la nature, hein, ou très toxiques. Évidemment, on ne les trouve pas en vente libre, en complément alimentaire, en magasin bio, diététique ou même dans les rayons bio et diététique des parapharmacies. D'ailleurs, la vente et la prescription de plantes toxiques, ça relève des compétences médicales ou pharmaceutiques, hein. Éventuellement l'herboriste, mais les herboristes, maintenant, il n'y en a plus vraiment, il n'y a plus du tout qui ont le diplôme d'herboriste qui a été supprimé en 1942. Donc, peut-être que ça reviendra, mais pour l'instant, c'est pas prêt de revenir pour l'instant. Alors, par contre, il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas toxiques ou très peu toxiques qui sont disponibles en complément alimentaire. Il y a d'ailleurs une réglementation européenne qui est très intéressante et très complète, hein. Et probablement la liste, même quand je dis 300 à 400 plantes à court moyen terme autorisées en magasin bio, on peut même aller jusqu'à 500 types de plantes autorisées en magasin bio à l'heure actuelle. Donc ça fait beaucoup de possibilités et surtout ça fait comment dirais-je, ça fait beaucoup de, de choix, de préconisations pour un naturopathe. On a quand même beaucoup de possibilités de donner des soins naturels à l'heure actuelle, hein. Même si la naturopathie n'est pas encore reconnue, mais ça ne saurait tarder, je peux vous le dire. Euh, eh bien, euh, on a quand même beaucoup de possibilités parce que les compléments alimentaires, eux, sont reconnus officiellement dans toute l'Union européenne. Alors, on va être donc amené à conseiller des produits à base de plantes en tant que naturopathe, bien évidemment. Donc, il faut connaître, bien sûr, le mode d'emploi du produit. Ça va être différent selon les formes galéniques. Les indications et les contre-indications des plantes, bien évidemment.
Euh, et je rappelle toujours la phrase fétiche que j'ai en matière de préconisation: primum non nocere, c'est-à-dire premièrement ne pas nuire, ce qui veut dire qu'il faut absolument connaître les contre-indications des produits que l'on conseille. Ça, c'est une responsabilité importante que nous avons en tant que naturopathe. Il faut vraiment maîtriser les contre-indications. Il faut aussi maîtriser les méthodes qui peuvent être risquées à employer, notamment l'aromathérapie, qui est une thérapie difficile à manier parce que les huiles essentielles, bon nombre d'entre elles, peuvent être dangereuses en surdosage. Donc, il faut vraiment faire très attention, et notamment les plantes en général et les huiles essentielles en particulier, on ne les donnera pas aux femmes enceintes dans la plupart des cas, sauf exception rare. Voilà. Alors, on va étudier donc les formes galéniques, bien évidemment. Ces formes galéniques, on verra les différentes qualités des formes galéniques, leurs avantages, leurs inconvénients, et puis on abordera ensuite les différentes autres parties dont j'ai parlé. Une précision, le stage botanique pratique que nous proposons au cycle 3, que vous pouvez faire même dès le cycle 1 ou le cycle 2 si vous voulez, ça permet de donner un visage à des plantes, et puis ça vous permet d'apprendre à fabriquer même des préparations à base de plantes, donc des formes galéniques, solutions hydroalcooliques, solutions glycérinées, élixirs de fleurs, etc. Alors, par ailleurs, les élixirs de fleurs, ça fait l'objet d'un cours spécifique sur les fleurs de bac. Donc, ça ne fait pas partie du cours de phytothérapie. On a un autre cours sur les fleurs de bac à ce sujet. Par ailleurs, nous conseillons vivement de connaître les dénominations latines au maximum. Évidemment, je ne le rends pas obligatoire, cet apprentissage, mais vivement conseillé. Parce que d'abord, la plupart des fabricants pour les huiles essentielles nomment les plantes en nom latin sur les flacons, et c'est quand même assez intéressant pour éviter tous les quiproquos. Parce que par exemple, le lierre terrestre et le lierre grimpant, c'est pas les mêmes lierres. En latin, le lierre terrestre, c'est Hedera, Glycoma Hederacea, et le lierre grimpant, ou rampant, c'est Hedera helix, donc ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce que c'est que la galénique? La galénique, ce sont les modes de présentation sous lesquels on peut trouver les produits à base de plantes dans le commerce. Donc, on a une liste de plantes de forme galénique qui n'est pas exhaustive dans le cours, mais qui est quand même très complète. Hein, et donc, vous trouverez. Alors maintenant, il y a peut-être une nouvelle forme galénique qui se développe, c'est la forme des plantes présentées sous forme de gomme. Voilà, les gummies. Voilà, ça, c'est une nouvelle forme galénique qui est relativement récente, que je n'ai pas inclus dans le cours, parce que il faudrait que j'en sache plus à titre personnel sur les concentrations des plantes qu'il y a dedans. Je ne sais pas si c'est une bonne forme galénique au niveau de la concentration. C'est plutôt satisfaisant si la gomme est bio en termes de composition. Hein, après, il faut voir si la concentration est suffisante. Vous pouvez étudier le livre de Jean-Michel Morel, Traité pratique de phytothérapie, qui donne des précisions sur un certain nombre de formes galéniques. Alors, les infusions, évidemment, c'est la plus vieille forme galénique avec les décoctions. Ce sont les formes ancestrales, puisque nos ancêtres, même dans la période proto-historique, utilisaient les plantes séchées. On a retrouvé des plantes séchées dans des habitations d'il y a 5, 6, 8 000 ans, et des graines séchées, etc., qui étaient utilisées à titre médicinal, hein, par exemple. Bon. Donc, c'est vraiment une méthode très, très ancienne. Hein. Alors, classiquement, pour les infusions, la plante est sèche. On peut faire des infusions de plantes fraîches, mais ça n'apporte souvent pas grand-chose de plus. La plante sèche va être plongée dans de l'eau ayant été bouillie. Donc, on fait bouillir l'eau, puis on coupe le feu et on met la plante sèche dans l'eau chaude après que le feu ait été coupé. Donc, on laisse infuser, comme on dit, la plante pendant 15 minutes environ. Ça permet de laisser les principes actifs passer dans l'eau d'infusion. Plus on fait infuser, plus l'infusion sera complète.
Par exemple, les petites molécules comme les alcaloïdes vont passer rapidement. Hein. Le thé qui infuse en 5 minutes, on va laisser passer que la théine, par exemple. Les tanins du thé, qui sont les plus grosses molécules, vont passer plus lentement. Donc, il faut une macération, une infusion macération qui va durer plutôt 15-20 minutes pour avoir les tanins, pardon, hein, les tanins, les bioflavonoïdes, etc., ou les polyphénols. Hein. Donc, votre infusion, vous allez laisser 15 minutes environ. Sauf peut-être pour les infusions de fleurs, de pétales, où là, une infusion courte de 5 minutes peut suffire. Alors, évidemment, on peut aussi conseiller aux gens de préparer l'infusion la veille au soir. On laisse infuser toute la nuit. Et le lendemain matin, on a une infusion macération extrêmement concentrée, très efficace. On peut faire cette macération en fonction du rythme lunaire, éventuellement. Et notamment, on considère que les infusions macération seront plus efficaces en lune descendante. Hein. Alors, évidemment, on va préparer l'infusion la veille au soir, ce qui fait que le lendemain, la boisson sera froide, on filtre et on boit au long de la journée. Si on veut boire chaud, à ce moment-là, on va effectuer l'infusion macération dans un thermos pour avoir le lendemain la boisson relativement plus chaude, hein, pour le lendemain matin, par exemple. Cette technique va convenir à quoi? Eh bien, aux plantes entières non ligneuses, les feuilles non ligneuses, c'est pas la feuille de romarin qui est une feuille dure, mais plutôt la feuille de menthe ou la feuille de verveine. Les parties de plantes entières non ligneuses, ce sera notamment les pétales, hein, et on va citer comme partie de plantes ou comme plantes courantes, par exemple la sauge, la menthe, la verveine, la fleur de lavande, la fleur de mauve, le thé, mais on peut encore citer la mélisse, par exemple, hein, ou la fleur de guimauve, ou les pétales de souci, de calendula, donc, ou encore les pétales de bleuet, par exemple. Voilà, ça, c'est des parties de plantes qu'on va faire plutôt en infusion. On conseille de boire à peu près un demi à 1 litre d'infusion par jour. Ça peut remplacer en grande partie l'eau de boisson, hein, de la journée. Et ça permet un traitement quand même assez efficace. Alors, avantage, les infusions ne sont pas onéreuses en général. Ça convient bien pour les gens qui n'ont pas de gros moyens financiers, hein, des petits retraités, par exemple, hein, des personnes au chômage, par exemple également, qui n'ont pas de gros moyens, mais ça reste quand même des traitements efficaces. Hein. Ce n'est pas le traitement de seconde zone, hein, précisons-le. Inconvénient, il y a des inconvénients, il faut bien doser correctement la quantité de plantes et c'est pas toujours facile parce que si on doit doser des feuilles dans une cuillère à soupe, il y a du vide entre les feuilles, donc c'est pas évident. Alors on peut doser en ayant une petite balance de précision, et ça coûte un petit peu une balance de précision au gramme près, hein, ou au demi-gramme près. Bon, ça peut se trouver quand même hein, dans le commerce, bon, une balance de précision. Et là, vous allez doser précisément votre infusion. Et puis, toutes les plantes ne sont pas adaptées à ces préparations. Hein. Déjà, l'aubier de tilleul, vous ne le faites pas en infusion. On verra, on le fait plutôt en décoction. Parce que l'aubier de tilleul, c'est des parties de plantes très dures. Il faut extraire de manière plus efficace les principes actifs que dans l'infusion. Et puis, la personne doit préparer elle-même le traitement. Il faut donc qu'elle ait le temps de le faire. Elle n'a pas forcément le temps de le faire. Si on conseille ça à un cadre supérieur qui bosse 10 heures par jour, il n'aura peut-être pas le temps de faire des infusions. Lui, il lui faudra plutôt des préparations toutes prêtes à l'emploi de type gouttes ou gélules ou ampoules, par exemple, hein, ce qu'on verra tout à l'heure, hein, des formes galéniques autres. Et puis, si la personne prépare une infusion avec une eau de mauvaise qualité, du robinet, polluée par les nitrates, ou trop minéralisée, ou encombrée de résidus de pesticides, ça va affecter évidemment la qualité du traitement. Hein. Donc ça, c'est les inconvénients de l'infusion. La décoction, c'est un peu le même principe que l'infusion, sauf qu'on va faire bouillir la plante. Alors, il y a deux écoles. Soit on met la plante à froid dans l'eau et on fait bouillir peu à peu le tout, puis on coupe le feu quand c'est porté à ébullition, plus 5 minutes à peu près. Soit on porte à ébullition,
On met la plante quand l'eau est en train de bouillir, est en train de chauffer, donc on ne coupe pas le feu et on laisse bouillir comme ça pendant 5-10 minutes à peu près, voire un peu plus. Hein. Et ça sera très efficace pour extraire les principes actifs de plantes de parties ligneuses, les bois, les aubiers, les racines, les écorces, les graines, les aiguilles, les feuilles dures comme les feuilles de romarin. Ça sera beaucoup plus efficace, cette décoction. Comme pour l'infusion, on peut aussi préparer la décoction la veille au soir et on peut ensuite laisser macérer toute la nuit. Donc, on laisse reposer toute la nuit. Alors, si la personne veut obtenir une boisson chaude le matin, on fait la décoction le matin et on boit chaud. Mais si on laisse reposer toute la nuit, à ce moment-là, on va combiner la décoction et la macération. Ça sera encore plus efficace. Hein, le lendemain, on aura quelque chose de très, très, très concentré. Évidemment, on peut préparer une décoction avec des plantes citées pour les infusions, mais les parties fragiles comme les pétales de fleurs sont plus sensibles dans une décoction. Ça peut ne pas supporter le choc thermique de la décoction. Alors, dans les plantes à décoction, on peut citer bien sûr les aubiers, comme l'aubier de tilleul, l'aubier du lapacho, la feuille de romarin, l'écorce du saule, l'écorce de la bourdaine, la feuille d'oranger ou de sarriette qui sont dures aussi, la fleur d'hibiscus, hein, qui est dure quand elle est séchée. C'est une des rares fleurs qu'il vaut mieux faire en décoction. Ou la queue de cerise encore. Hein, ou alors, par exemple, les graines de fenouil, hein, qui vont se faire plutôt en décoction. Pour les conseils d'emploi, les quantités, avantages, inconvénients, on sera comme pour les infusions. La galénique suivante, ce sont les extraits de plantes fraîches, ou dits EPF, qu'on trouve en magasin bio sous le nom de EPF, extraits de plantes fraîches. Ce sont des extraits qu'on obtient par macération de plantes fraîches dans de l'alcool ou dans un mélange alcool plus eau. Généralement, la teneur finale en alcool va être à peu près de 40 à 45 degrés. Quand c'est dans l'alcool pur, c'est généralement l'alcool à 90 degrés qu'on rapporte ensuite à 45 degrés en coupant avec de l'eau une fois que la macération est faite. Alors, le temps de macération va varier selon le type de plante. Ça, c'est les fabricants qui ont leur notification. Mais généralement, on a quelque chose de très concentré. C'est souvent un rapport de 1 pour 1, c'est-à-dire 1 kg de plantes fraîches égale 1 litre de macération. Donc, c'est très concentré. On va retrouver dans l'extrait de plantes fraîches tous les principes actifs liposolubles qui vont être solubles aussi dans l'alcool, comme les huiles essentielles. Et puis tous les hydrosolubles également, puisque c'est un mélange alcool-eau hein, finalement. Et même dans un alcool à 90 degrés, on peut aussi extraire les hydrosolubles, comme les alcaloïdes, les amers, les sucres, les hétérosides, etc. Les extraits de plantes fraîches, on les retrouve beaucoup en phytothérapie en magasin bio. Il y a quelques bonnes marques comme Bioforce, comme BioVert, qui est une marque belge bio. On peut citer encore la Drôme provençale qui existe aussi. Et puis il y a d'autres marques d'extraits de plantes fraîches qui existent. L'avantage, ces extraits sont très concentrés. On peut les employer à tout moment de l'année, hein, bien sûr. La plupart, beaucoup sont certifiés bio, de très bonne qualité. Le dosage est très modulable à la goutte près, parce que c'est généralement des produits qui sont vendus avec des codigouttes, donc qui comptent les gouttes, qui permettent de compter les gouttes. Donc on peut compter à la goutte près. Donc c'est un dosage très, très, très fin, très modulable. L'inconvénient, c'est que c'est alcoolisé, alors 30, 40, voire 45 degrés. Et c'est souvent relativement cher. Le flacon de 50 ml, il est à peu près à 12 €, voire un peu plus même. Donc 50 ml, si vous avez un traitement à 30 gouttes par jour, le flacon, il est vite consommé. Hein, en même pas 15 jours, ça peut être consommé. Donc un traitement de 15 jours à 12 € ou même 15 €, ça peut faire assez cher quand même. Hein. Donc voilà, ça c'est le petit inconvénient. Mais c'est très efficace. Et après, ben, on a les teintures mères que vous voyez ici. Hein, elles sont élaborées, alors ça c'est en pharmacie uniquement.
Elles sont obtenues par macération généralement de plantes sèches, parfois de plantes fraîches, dans l'alcool à 90 degrés pendant 21 jours. Donc, vous voyez, c'est très codifié. Alors, il y a quelques plantes qu'il vaut mieux macérer frais parce qu'elles sont plus actives fraîches que sèches. Et d'ailleurs, pour ces plantes qui sont plus actives fraîches que sèches, l'infusion ou la décoction ne sera pas efficace ou peu parce que la plante active fraîche, généralement, est active non bouillie non plus, non bouillie, fraîche et non cuite. Donc là, dans ces cas-là, ces plantes-là, elles seront plus intéressantes en teinture mère ou même en extrait de plantes fraîches, comme on a vu tout à l'heure. Ça sera par exemple la bardane ou le plantain, par exemple, qui sont plus actifs frais que secs. Pour le plantain, l'ocubine, qui est un des principes actifs du plantain, se détruit en grande partie à partir de 80 degrés de température. Donc, vous voyez, si on fait une infusion, une décoction de plantain, ça la rend pas efficace. Et si on sèche le plantain, une partie de l'ocubine est éventée, part. Bon, donc, ça rend moins efficace le plantain quand il est sec. Alors, on fait la macération de plantes sèches ou fraîches. Le produit final va comprendre 1 gramme de plantes sèches pour 10 grammes de teinture mère. C'est assez modérément concentré, mais quand même plutôt intéressant. Parce que rappelons, l'extrait de plante fraîche, on part de la plante fraîche, un rapport 1 pour 1. Mais là, on part de la plante sèche, et la plante sèche a déjà perdu de son eau, donc du poids. Donc 1 gramme de plante sèche, ça équivaut quand même à peut-être 50, 60 grammes de plantes fraîches, peut-être un peu plus. Donc, on n'est pas si loin de ça que la concentration de l'extrait de plantes fraîches. Voilà. Alors, évidemment, par contre, c'est alcoolisé. Donc, au final, pareillement que pour l'extrait de plantes fraîches, c'est souvent alcoolisé à 40-45 degrés. Donc là, pour les gens sensibles à l'alcool, c'est pas terrible. Alors, il y a une formulation en pharmacie. Alors, il faut connaître les noms latins des plantes. On nomme les noms en latin. Par exemple, si je veux faire un traitement pour le foie, je vais mettre Taraxacum dens leonis, qui est le pissenlit. Ce sera la plante X. Gentiana lutea, la gentiane, jaune, plante Y. Et par exemple, Rosmarinus officinalis, la plante Z. TM comme teinture mère. AA, ça veut dire autant de l'un que de l'autre. Donc, à partie égale. Si je mets 3 plantes, il y aura un tiers, un tiers, un tiers. QSP, ça veut dire quantité suffisante pour. En gros, c'est la taille du flacon ou la quantité du produit. 125 ml, c'est la quantité du produit. Ça, c'est une formulation qu'on formule pour la pharmacie. Le pharmacien, s'il a une officine de préparation en pharmacie, il va préparer la formulation qu'on a conseillée. Alors, on est un peu à la limite du médicament, quand même, quand on préconise les teintures mères. Bon, c'est toléré, plus ou moins, mais je conseille, si vous êtes naturopathe et que vous voulez travailler avec les teintures mères, de travailler en relation avec un pharmacien que vous connaissez bien. Voilà, donc on va conseiller une dose d'une demi-goutte par kilo de poids corporel du patient ou du client, du consultant. Si le consultant pèse 60 kilos, ça fait 30 gouttes, 1 à 3 fois par jour. Donc là aussi, on peut moduler le traitement très, très finement, comme vous voyez, comme pour les extraits de plantes fraîches. Le dosage est très simple à mesurer. On peut le mesurer de manière fine, à la goutte près. Et c'est des produits concentrés. Inconvénient, c'est alcoolisé. Ça ne conviendra pas à tous les gens qui sont sensibles aux alcools. Les anciens alcooliques, les diabétiques, les hépatiques, les enfants, ceux qui prennent des médicaments dangereux croisés avec l'alcool, et tous ceux qui ne veulent pas boire d'alcool pour des raisons philosophiques ou religieuses. Donc, ça fait à peu près 30 à 35% des gens, quand même. Donc, ça va, cette formule-là, cette forme galénique n'est pas adaptée pour toutes ces personnes. Il y a des labos de très bonne qualité, c'est Lenning et Velleda. Lenning qui a racheté le laboratoire Rocal, R-O-C-A-L, très très bon. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas leur teinture mère partout. Donc, il faut trouver des pharmacies qui les font. En remarque, il semblerait que certaines pharmacies, quand les teintures mères sont mélangées selon la formule que j'indique, qu'elles soient vendues plus chères que les teintures mères vendues séparément.
si bien qu'il vaudrait mieux à ce moment conseiller les teintures mères séparées que les teintures mères en mélange. Alors là, il faut vérifier sur les pharmacies pour savoir le prix du mélange de teintures mères. Et parfois, on peut avoir des surprises désagréables, hein, au détriment du porte-monnaie du consultant, du client. Voilà, donc, après, vous avez macération glycérinée de gémothérapie.